8 membres d'équipage bénévoles s'aventurent dans les eaux agitées de la Manche. L'hélicoptère capte un message radio indiquant que 4 hommes ont été récupérés à bord, et c'est le dernier contact avec l'équipage du canot de sauvetage Penly. Le canot de sauvetage Solomon Brown de la Royal National Lifeboat Institution était un Watson géré par la Royal National Lifeboat Institution au Royaume-Uni. 8 bénévoles du village côtier de Mousehole composaient l'équipage du Solomon Brown, basé à la station de sauvetage Royal National Lifeboat Institution de Penly. Le port de pêche de Mousehole est situé sur la rive ouest de Mounts Bay, à seulement 2,5 miles au sud de Penzance, la plus grande ville du sud des Cornouailles. 18 canots de sauvetage de la classe Watson ont été construits entre 1955 et 1963 et sont restés en service avec la Royal National Lifeboat Institution jusqu'en 1993. 2 ont été perdus en service et 16 ont pris leur retraite à la fin de leur durée de vie prévue. Le Solomon Brown est classé comme un canot de sauvetage à coque à déplacement non auto-redressable, ce qui signifie que s'il chavire, il ne se remettra pas à l'endroit tout seul. Il mesurait 14 mètres de long et 4 mètres de large, avec un tirant d'eau de 1,35 mètres. Le canot de sauvetage avait une autonomie de 280 milles nautiques et une vitesse maximale de 9 nœuds. Le 17 décembre 1981, le navire Union Star quitte la Hollande pour son premier voyage. L'Union Star était un tout nouveau navire immatriculé à Dublin, en Irlande, et classé comme un mini-vrac côtier à coque en acier. Il a été construit en 1981 par la société d'ingénierie Norse Fairview au Danemark, spécialisée dans les navires de dragage. Le navire mesurait 70 mètres de long, 11 de large et avait un tirant d'eau de 3,4 mètres. Propulsé par un moteur diesel à 7 cylindres 4 temps avec un arbre et une hélice, il atteignait 10 nœuds. L'Union Star entre en mer du Nord à 24 milles au nord-ouest d'Amsterdam. Le navire est sous le commandement du capitaine Henry Morton, accompagné de 4 membres d'équipage. Il transporte une cargaison d'engrais agricoles. Après avoir traversé la mer du Nord jusqu'à la côte de l'Essex en Angleterre, l'Union Star effectue un arrêt imprévu dans la ville côtière de Brightlingsea, juste au nord de l'estuaire de la Tamise. 3 passagers montent à bord du navire. L'épouse du capitaine Morton, Dawn, et ses 2 belles-filles adolescentes, Sharon et Deanne. C'est les vacances de Noël et elles le rejoignent pour le voyage inaugural vers Arklow, sur la côte est de l'Irlande, à environ 90 km au sud de Dublin, qui est le port d'attache du navire. Après avoir récupéré sa famille, le capitaine Morton met le cap au sud à travers le détroit de Douvres et descend la Manche le long de la côte sud de l'Angleterre. Le capitaine Morton prévoit de faire passer le navire au sud de l'Angleterre, par Mousehole entre Lizard Point et Land's End, le point le plus au sud du Royaume-Uni, avant de remonter vers l'Irlande. Les 18 et 19 décembre, l'Union Star longe régulièrement la côte sud de l'Angleterre. À 18h00 le 19, l'Union Star est à 8 milles à l'est de Wolf Rock, côte des Cornouailles. Le vent se lève, soufflant en rafale à plus de 5 miles par heure, soit la force 12 d'ouragan sur l'échelle de Beaufort. Les vagues atteignent 18 mètres de haut. Dans la houle roulante et le vent intense, le moteur du navire est contaminé par l'eau de mer et tombe en panne. L'ingénieur du navire, George Sedgwick, n'arrive pas à le redémarrer. Le navire est à la merci de la tempête. Le capitaine Morton informe les gardes-côtes par radio de la situation sans lancer d'appel Mayday. Le remorqueur Nord-Holland entend l'échange et propose son assistance sous contrat Lloyd's Open Form. Le capitaine Morton refuse l'offre. Dans une situation comme celle-ci, où un navire pourrait avoir besoin d'une assistance d'urgence, il n'y a pas le temps de laisser les avocats rédiger un contrat. Et le contrat Lloyd's Open Form est un contrat de sauvetage standardisé largement utilisé pour accélérer la prise de décision. Le remorqueur pourrait réclamer sur la valeur du navire et de la cargaison s'il parvient à le sauver. La valeur réelle du contrat sera déterminée plus tard par un groupe de personnes spécialisées dans ce domaine du droit. Le capitaine Morton s'adresse au propriétaire du navire.
Il lui conseille de régler une demande d'assurance sauvetage plutôt que de perdre le navire. Il contacte donc le remorqueur Nord-Holland par radio et demande leur assistance. À bord de l'Union Star, le capitaine Morton, sa femme, ses 2 belles filles et 4 membres d'équipage sont poussés par le vent vers les rochers de Bosquin près du village de Le Morna. Le capitaine Morton lance un appel Mayday reçu par la station des gardes-côtes de Falmouth. La station des gardes-côtes tente de contacter la station de sauvetage de Penly, qui est la plus proche de l'Union Star, mais ils n'arrivent pas à les joindre immédiatement. En raison de la proximité de l'Union Star avec la côte, les gardes-côtes de Falmouth sollicitent le soutien aérien de l'escadron 820, basé à la station aérienne de la Royal Navy de Coldross, à environ 12 miles à l'est du navire. Un hélicoptère Sea-King de la Royal Navy est envoyé avec 4 membres d'équipage. Le pilote, le lieutenant-commandant Russell Smith, est détaché de la marine américaine. La station des gardes-côtes de Falmouth contacte aussi Trevelyan Richard, patron du canot de sauvetage Solomon Brown à la station Royal National Lifeboat Institution de Penly. Ils lui disent des normes de mettre le canot de sauvetage en attente, prêt à être lancé si nécessaire. La nouvelle se répand rapidement dans le village que le canot de sauvetage est prêt. Quand le patron arrive à la station, 12 bénévoles du Solomon Brown l'attendent déjà. Le patron Trevelyan sait que les conditions de mer vont rendre ce sauvetage dangereux, alors il choisit 7 des meilleurs hommes parmi les 12 volontaires. 3 volontaires viennent de la même famille. Trevelyan refuse de risquer plus d'un membre de la même famille et n'en sélectionne qu'un sur les 3. En arrivant au-dessus de l'Union Star, l'hélicoptère Sea-King découvre que le navire tangue et roule si violemment dans la mer déchaînée que l'hélicoptère manque de peu d'être percuté par le mât du bateau. Le Sea-King déploie son treuil de sauvetage, mais après plusieurs échecs pour hisser l'équipage et les passagers, le lieutenant-commandant Smith juge trop risqué de recommencer. 2 heures après l'appel de détresse, l'ordre de lancer le Solomon Brown est donné. L'Union Star a dérivé à moins de 2 miles de la côte rocheuse. Le Solomon Brown quitte sa base à 20h12. L'équipage lutte contre les vagues montagneuses et le vent hurlant pour sortir dans la baie de Mounts et se diriger vers l'Union Star à la dérive. L'hélicoptère de la Royal Navy qui surveille l'Union Star guide le canot de sauvetage jusqu'à la Seine. L'Union Star a déjà perdu une ancre dans la tempête et tente de rester en place, tandis que Solomon Brown essaie d'approcher le navire. Pendant une demi-heure, le canot de sauvetage tente à plusieurs reprises de s'approcher du navire. Le patron force son canot à s'approcher, permettant à l'équipage de lancer des cordes au navire. Depuis l'hélicoptère, le capitaine-lieutenant Smith voit des silhouettes en gilet fluorescent courir sur le pont et sauter dans le canot de sauvetage où l'équipage les sécurise. Solomon Brown appelle l'hélicoptère par radio. Le message radio du canot de sauvetage Penly indique que 4 personnes ont été prises à bord du canot de sauvetage et que 2 restent à bord du navire. J'ai compté 8 personnes à secourir, le capitaine, 4 membres d'équipage, sa femme et ses 2 belles filles. Smith, le pilote du Sea-King, suppose que le canot de sauvetage va maintenant rentrer chez lui, alors il détourne l'hélicoptère et met le cap sur la base. Trevelyan Richards pourrait encore tenter une dernière évacuation de tous depuis l'Union Star. La station de la garde côtière de Penly appelle son canot de sauvetage par radio, sans réponse. On n'entend plus jamais parler ni de Solomon Brown ni de l'Union Star, et les lumières du Solomon Brown disparaissent tant de la vue dans les 10 minutes suivantes. À la base aéronavale royale de Coldross, Smith ravitaille son hélicoptère et repart sur la baie de Mounts à la recherche du Solomon Brown. Des canots de sauvetage des bases Royal National Lifeboat Institution de Senon Cove, du Lizard et de St. Mary's sont également dépêchés. À l'aube du 20 décembre, l'Union Star a été découverte chavirée sur les rochers, à l'ouest du phare de Taitadu. Dans les jours suivants, des débris du Solomon Brown se sont échoués sur le rivage de Mounts Bay. Certains des corps des 16 personnes perdues lors de la catastrophe n'ont jamais été retrouvés. Trevelyan Richards, patron du canot de sauvetage de Penly, a reçu à titre posthume la médaille d'or de la Royal National Lifeboat Institution, tandis que le reste de l'équipage a obtenu des médailles Kant de bronze. La catastrophe a conduit à un appel public qui a permis de récolter plus de 3 millions de livres pour reconstruire le canot de sauvetage de Mouse Hole. Cela équivaut à plus de 15 millions de dollars aujourd'hui.
Le gouvernement a décidé de taxer les dons, mais cette idée a rapidement été abandonnée face à l'indignation publique qui a balayé le pays. En moins d'une journée après la catastrophe, assez d'habitants de Mouse Hole avaient déjà formé un nouvel équipage pour le canot de sauvetage.